La fête, ça peut être thérapeutique. La thérapie en Occident, on pense que c'est douloureux, qu'il faut faire un parcours, se rappeler son passé, ses traumatismes. Là, ce sont des thérapies qui accentuent les forces vives. Le rythme dont il s'agit, c'est un rythme très naturel, construit sur le rythme du battement du cœur. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, bienvenue pour une nouvelle journée bien-être, santé et danse sur Beurre FM, puisqu'à 10h, jusqu'à 10h, nous allons parler de la danse-thérapie. Alors nous avons Karima Chadibaou sur le plateau. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Coach familiale et parentale et cofondatrice de l'école de naturopathie l'ENAT à Saint-Ouen. Nous avons avec nous dans ce studio France Scott Billman. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Très honoré de vous recevoir. Vous êtes psychanalyste et danse-thérapeute. Vous avez fait une thèse d'ailleurs en sciences humaines cliniques sur les transes de possession dans les thérapies dansées des sociétés traditionnelles polythéistes. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la thérapie par la danse rythmée, les bienfaits de la transe aux éditions Odile Jacob. C'est un livre qui se lit comme un parcours. Oui, c'est ça, en fait. Parcours de transformation. Voilà. On en parle souvent de la danse-thérapie avec Karima Chadibaou. Ceux qui nous écoutent ne savent pas très bien de quoi il s'agit, surtout qu'il y a plusieurs courants dans la danse-thérapie. Vous, c'est la danse par le rythme, la danse rythmée. Donc, expliquez-nous ce que c'est précisément. Alors, effectivement, le rythme est central dans cette forme de danse-thérapie. C'est-à-dire que c'est vraiment le rythme qui structure le mouvement. Oui. Et c'est vrai qu'il y a deux courants. Il y a aussi la danse mouvement-thérapie qui est plus centrée sur le mouvement. Parce que c'est au 19e siècle, un monsieur qui s'appelle François Delsarte qui a travaillé sur le pouvoir expressif du mouvement. Et donc, comme la danse contemporaine qui inspire la danse mouvement thérapie, est centrée sur le mouvement pour le pouvoir expressif. Nous, on est centré sur le rythme pour le pouvoir aussi structurant et socialisant du rythme. D'accord. Le rythme, c'est quelque chose qu'on partage avec les autres. Alors que le mouvement, c'est son mouvement à soi, c'est différent. Voilà. Donc c'est les deux courants principaux en danse-thérapie. Et nous, donc, on est centré sur le rythme. Voilà. Et vous êtes danse-thérapeute, donc depuis une vingtaine d'années, vous proposez des ateliers de thérapie par la danse à des femmes, à des hommes de tous âges, de tout milieu, voilà. De toute pathologie, même les normaux. Et qui viennent danser ensemble. Et vous dites que c'est une danse joyeuse et conviviale. Oui, c'est festif, effectivement. Ouais. La fête, ça peut être thérapeutique. Ça, on n'a pas l'habitude de penser ça comme ça. La thérapie en Occident, on pense que c'est douloureux, qu'il faut faire un parcours, une anamnèse, se rappeler son passé, ses traumatismes. Là, ce sont des thérapies qui, comme les thérapies pour les enfants, en fait, accentuent les forces vives, les parties saines. On réveille les parties saines par ce rythme. Et donc, le rythme dont il s'agit, c'est un rythme très naturel, puisqu'il est construit sur le battement du cœur, le rythme du battement du cœur, qu'on va faire jouer par le tambour. Le tambour, c'est l'instrument qui fait un son qui ressemble le plus acoustiquement au vrai battement du cœur. Et donc, ce rythme réveille à la fois tout notre arbre cardio-respiratoire, le battement du cœur et le va-et-vient du souffle. Mais ça se fait de façon inconsciente, j'ai envie de dire. Eh ben oui, et on l'explique pas tellement aux gens. Oui. Mais il se trouve que dès qu'ils entendent ce rythme, ils sont galvanisés, parce que ça réveille en eux cette force vitale, ces rythmes vitaux, le battement du cœur et le souffle respiratoire. Ouais. Donc concrètement, dans les séances, on commence par les faire courir, sur un prétexte amusant, on dit il va pleuvoir, ou il y a un trésor, pour les motiver à courir un peu. Oui. Voilà. C'est la course de la pluie. Oui, par exemple. La danse de la pluie. Ou la danse de la pluie. On les voit danser. Attends, j'ai vu la danse du serpent déjà, j'ai pas vu la danse de la pluie. Et il y a la danse de la gratitude aussi. De la gratitude. Oui, c'est ça. Donc on commence à les faire courir. Oui, pour les essouffler un peu, et puis mettre la main sur leur cœur, ils sentent cette pulsation. Et ensuite, on la fait écouter au tambour. Et donc, on commence à se brancher, on tape dans les mains. Ça, même les patients dans les hôpitaux les plus malades sont capables de réagir au rythme. Parce qu'en réalité, on est des êtres vibratoires, nous-mêmes. Comme tous les êtres vivants, on est parcouru par une oscillation vibratoire avec des phases différentes. Ça peut être des tout petits rythmes, par exemple dans le cerveau, on a des tout petits rythmes,
ou ça peut être le rythme plus ample de la respiration, ou le rythme du battement du cœur qui fait 60 battements par seconde, par minute, par minute, pardon. Par seconde, voilà, des dents. On est bon pour l'extrasystole. Hein. Exactement, voilà. Donc, comme on a ces rythmes-là en nous, en fait, on se branche immédiatement sur la vibration musicale. Il y a une espèce d'affinité vibratoire entre les deux. Ce qui fait d'ailleurs que ça fait plus de différence entre le corps et l'esprit, parce que tout entre en vibration. Est-ce qu'il y a un alignement dans ces cas-là entre le corps et l'esprit ? Oui. Il y a un alignement qui débute, il y a une synchronisation qui se passe. En fait, notre cerveau aussi va se synchroniser aux ondes émises aussi par le tambour, dès qu'on entend un tambour, tout de suite on sent il se passe quelque chose. Car le tambour est censé représenter le battement du cœur. Le battement du cœur, oui, c'est un son qu'on connaît, un son qui fait appel en fait à l'intérieur de nous, à quelque chose d'ancien, à quelque chose d'ancré, à quelque chose de primitif. Tout à fait, puisque c'est le premier rythme auquel on participe, même on peut dire, quand on est dans le ventre de la mère. Premier rythme qu'on perçoit, c'est le battement du cœur de la mère. Et donc du coup, ça vient réaligner quand on est par exemple désaligné entre ce que dit notre tête, ce que ressent notre cœur et ce que fait notre corps. Il y a comme une espèce de situation un peu de chaos au départ où on ne sait pas trop bien ce qui se passe. Et du coup, avec le rythme et avec le son, les battements, le souffle aussi, il y a un alignement qui commence à s'opérer. Et du coup, à se libérer de toutes les choses, tous les nuisances énergétiques, par exemple, tout ce qui est un peu toxique et dont le corps doit se libérer et le mental aussi. La danse nous unifie en fait. Elle unifie toutes ces parties un peu hétéroclites qui nous constituent. Alors là, vous parlez de danse rythmée, parce qu'effectivement, il y a les danses du salon qui n'ont pas le même effet finalement. La valse, tout ça, est-ce que ça fait la même chose ? Alors ça fait, oui, au niveau de l'harmonisation, sans doute que ça fait la même chose. Mais pour que ce soit thérapeutique, il faut quand même que ce soit guidé dans un parcours de transformation, comme on disait tout à l'heure. Il faut que ça prenne du sens, parce qu'on peut danser de façon très mécanique. Et il y a et dans ces cas-là, ça ne sera pas thérapeutique. Ça ne sera pas thérapeutique parce que ça ne prend pas sens. Et il y a la question de l'intentionnalité aussi. Oui, c'est de ça. l'intention, s'inscrire dans une intention quand je fais tel mouvement, quand je danse tel rythme. Par exemple, dans certains, on a dit, il y a plusieurs types de danse. Et quand je la danse pourquoi, en 2 mots. Quel est le sens que je cherche déjà, la question et beaucoup, moi ce que j'ai pu lire dans votre livre, France, c'est que vous dites aussi la danse rythmée vient répondre aussi aux questions existentielles. Oui. Qui suis-je, où vais-je, c'est quoi dans quelle étagère, voilà, quel est le sens de ma vie et quelle est ma vocation, quel est le sens de ma présence ici, et donc de travailler aussi la présence du corps. Ça commence par là, on se géolocalise d'abord où je suis, et notamment en dansant dans un Comment groupe. vous voulez géolocaliser là, France? Un GPS. C'est un ancrage. Le sentiment d'être intensément vivant ici et maintenant, d'une façon presque incandescente. Alors les Grecs appelaient ça l'enthousiasme, l'état d'enthousiasme. C'est une transe particulière. C'est pas une transe dans laquelle on court partout de façon débridée, désordonnée. C'est quelque chose qui est très ritualisé, qui est très régulier, mais où on se sent être plus que ce qu'on est d'habitude, ou autre que ce qu'on est d'habitude. Ça commence par Rumi, cette aventure. Oui, c'était Rumi, donc le créateur des derviches tourneurs, la célèbre confrérie des derviches tourneurs. Grand poète soufi. Voilà. Jalal-Din Rumi, Ouais. absolument, du XIe siècle, il me semble. Voilà. Et lui, il suffisait qu'il entende, par exemple, le bruit du marteau d'un orfèvre qui tapait sur le métal en plein marché de Konya, de la ville de Turquie où il était, pour qu'il se mette à danser. Il y entendait le cœur. Oui. Alors, quand on entend le cœur, c'est pas juste une pompe, le cœur. C'est tout ce que ça symbolise aussi, puisque dans toutes les cultures du monde, ça symbolise l'amour, le courage et l'homme, finalement. Donc, c'est pas juste sentir qu'on est vivant, en fait. C'est sentir
ce que ça veut dire que d'être vivant, que d'être un homme vivant, un humain vivant. Et ce qui est extraordinaire dans la vie de Rumi, c'est qu'il était arrivé au niveau de la charia, de la jurisprudence islamique, il était arrivé au summum, mais il lui manquait quelque chose. Et il le sentait. Et il y a eu cette synchronicité, en fait, cette rencontre avec Shams de Tabriz, qui est venu lui révéler, lui dit, d'accord, tu as atteint le summum au niveau de la science, mais cette science, il lui manque le cœur, il lui manque quelque chose, il lui manque l'amour, l'expression de cet amour. Et donc, du coup, c'est à travers le chant, à travers la danse, à travers le mouvement, faire un avec l'univers, que justement il a découvert, et là il a pu se transcender et il a pu écrire, justement ouvrir en fait sa part, en fait cette part créative qui était en sommeil. Et donc à travers le mouvement et à travers la danse, maintenant quand on les voit, les gens se disent mais qu'est-ce qu'ils font, ils tournent, ils portent des jupes, ils sont en train de tourner une main vers le ciel. C'est devenu folklorique, enfin, on a l'impression. C'est un peu, en Turquie c'est devenu un peu folklorique parce que ça avait d'abord été interdit. Et puis là, Erdogan l'a récupéré en fait à un niveau culturel parce que c'est aussi très touristique. Ça fait partie du patrimoine. Oui. Voilà, et ça attire beaucoup les gens parce que ça donne ce sentiment d'une harmonie. L'idée, c'est quand même que ce sont des planètes qui tournent autour du Soleil, puisque c'est une religion pré-islamique en fait qui a été intégrée ensuite dans l'islam. Et donc c'est magnifique à voir parce qu'on a l'impression de voir le cosmos qui tourne. Et cet être humain centré, aligné au sein du cosmos dont il participe. Voilà, ce qu'il faut expliquer, c'est que dans leur transe, les derviches sont très alignés. Oui. Complètement alignés, le corps, l'âme, l'esprit. Oui. Ça passe par la colonne vertébrale, ça passe par cet axe, puisqu'ils sont absolument centrés. Quand on va à Konya, on s'aperçoit... c'est fou, ils ont appris à tourner, on nous montre le clou, il y a un clou planté dans le sol, le clou passe entre le gros orteil et le deuxième doigt de pied, et ils apprennent à tourner sans que jamais le pied s'éloigne du clou qui passe entre l'orteil et le... Donc, il tourne vraiment sur un axe absolument vertical. Bon, la phrase de Rumi, alors, qui la connaît ? Alors, oui, vous la connaissez, France ? Je vais vous la dire. Allez-y. Dans les cadences de la musique est caché un secret. Si je le révélais, il bouleverserait le monde. Et je vous dis, il entendait donc les cadences de la musique, même dans le son d'un marteau régulier qui frappait le métal. Vous nous expliquez ce que ça veut dire, cadence, d'ailleurs ? Alors, la cadence... Qu'est-ce que la cadence dans la danse ? Oui. C'est ça, c'est ce balancement répétitif qui s'appelle la cadence. C'est un balancement. Alors, c'est un mot qui est un peu désuet, d'ailleurs. Ce qu'on dit maintenant, dansons en cadence. Oui, c'est ça. Vous voyez, oui, c'est ça, ou dans la chanson... voyez comme on danse, gardez la cadence. C'est ça, exactement. Oui. Donc, ça fait partie de ces mots qui... qu'on connaît sans les connaître. Voilà, c'est à la fois un mot familier, et puis c'est un mot... qui est pas clair, qu'on sent, voilà. Mais beaucoup de mots d'ailleurs en anglais aussi, le swing, le groove, tout ça, c'est des mots qui veulent dire à peu près la même chose et qui sont très, qu'il faut sentir plus qu'on arrive à les définir. Ouais. Vous dites que la cadence, c'est le rythme des danses des peuples. Oui, parce qu'elle est absolument universelle. Et c'est normal qu'elle soit universelle, puisqu'elle est basée sur le battement du cœur et sur le souffle respiratoire. C'est quelque chose que tous les hommes ont en partage. C'est pour ça que toutes les danses dites populaires sont sur ce rythme-là. Exactement. L'ostinato, c'est là. Alors expliquez ce que c'est que l'ostinato, ça, parce que c'est le centre aussi. Allez, expliquez-nous. Oui, parce que ça aussi, c'est caractéristique de toutes les danses traditionnelles populaires. Ostinato, ça veut dire... c'est de l'italien, mais on comprend tout de suite ce que ça veut dire, nous les Français, puisque ça veut dire obstiné. C'est cette répétition obstinée, insistante. Donc répétition, qui pendant très longtemps a été vraiment vomi par l'Occident. Parce que en Occident, on n'aime pas ce qui se répète, on a envie que ça change tout le temps, on est des consommateurs. Enfin, jusqu'à présent, en tout cas, on était comme ça, peut-être que ça va changer. C'est fini, ça, c'était avant le Covid. C'était avant le nouveau monde, là on se réinvente, on consomme plus, là, c'est fini. On recycle. Honnêtement, ça a déjà commencé un petit peu avant. Dans la danse contemporaine même, commence à mettre de la répétition et du rituel, alors que ça paraissait tout à fait... c'était complètement dévalorisé, discrédité. L'ostinato. L'ostinato, ça veut dire obstiné. Et alors, qu'est-ce qu'elle cherche, cette répétition ?
Elle cherche justement à mettre en transe. On parlera de dans un état hypnotique. On parlera parce que là aussi c'est un mot qui est galvaudé, oui. Et aujourd'hui on fait dire à la transe ce qu'elle n'est pas. Voilà, alors on parle de la danse comme thérapie ce matin avec Karima Chedibaoui, notre invitée qui s'appelle France Scott Billman, et vous publiez La thérapie par la danse rythmée, les bienfaits de la transe aux éditions Odile Jacob. Et on n'a pas toujours l'habitude d'associer la danse et la thérapie aujourd'hui, hein. En France, en tout cas. Non, effectivement, parce que la thérapie, ça a été associé souvent à un processus d'abord plutôt verbal et basé sur la remémoration des souvenirs passés qui ont pu créer les troubles aujourd'hui. Tandis que là, on appuie vraiment sur les forces vives. C'est là-dessus qu'on s'appuie, comme dans les thérapies des enfants. Voilà. D'accord, mais c'est de là qu'on part. Mais on peut pas associer la danse à une psychothérapie, par exemple. C'est pas la même chose. Ça soigne pas comme la psychothérapie. Psychothérapie, on pense les mots. Or, on peut symboliser aussi bien par des musiques, par des dessins, par des rythmes, par des chansons. Moi, je dirais que c'est la danse-thérapie, c'est un outil de la psychothérapie qui va aider, en fait, en tout cas c'est comme ça que je l'utilise dans ma pratique, qui va aider en fait la personne à mettre en mots, quand parfois on n'arrive pas à avoir les mots. La personne n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'elle vit ou donner du sens à ce qu'elle vit, donc du coup on va passer par la porte du corps pour aller exprimer par un geste, symboliquement en fait, pour ensuite laisser émerger l'apprentissage que... Oui, sauf que c'est pas toujours parce qu'elle... Enfin, c'est même en général pas parce qu'elle ne peut pas verbaliser. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont à la fois en psychanalyse et en danse-thérapie. Ce sont deux moyens différents, mais qui sont pas exclusifs l'un de l'autre. Ça s'adresse à qui alors ? À tout le monde. Il n'y a pas de contre-indication pour la danse. Et ceux qui ne savent pas danser ? Ça n'existe pas. Ceux qui ont l'impression de ne pas avoir de rythme. Ça n'existe pas. Ils ont leur propre rythme à eux. Non, ils savent très bien se mettre en rythme. Je vous dis, moi, ce que j'adore comme public, c'est justement les gens, c'est souvent des hommes qui disent « moi, je ne sais pas danser ». Et dès qu'on les met en contact avec ce rythme fondamentaux, qui sont donc le battement du cœur et le balancement du rythme, qui évoque donc le souffle respiratoire, tout le monde est dedans, tout de suite. Mais on ne cherche pas des pas de danse. On marche simplement sur le rythme. Le plus grand... celui qui a le plus réfléchi sur la danse, c'est finalement le philosophe Nietzsche, qui n'était que marcheur. Il marchait. Philosophe, oui, mais... Et Dionysos. Voilà, philosophe réfléchissant sur Dionysos, le dieu de la danse. Voilà. Mais c'était son truc, Annie. Toutes ces réflexions sont venues simplement de ce rythme de la marche. Or, le rythme de la marche reprend ce rythme du battement du cœur et du souffle respiratoire, puisque on balance. Dès qu'on met deux pieds, forcément, le corps balance. Donc, il imite le souffle respiratoire. Et la frappe du pied imite le battement du cœur. Donc on est tout le temps dans ce rythme parfaitement naturel. Et c'est celui qui a écrit les plus belles pages sur la danse, c'est Nietzsche, alors qu'il n'a jamais dansé de sa vie. Mais il marchait comme on danse. Et moi je vois quelquefois dans les défilés militaires du 14 juillet, bon, ils marchent au pas. Ils sont au rythme. Pour être en rythme, ils sont en rythme. Voilà. Je crois qu'ils n'auraient pas intérêt à ne pas l'être. Et en cadence même. Oui, mais il y en a là-dedans qui dansent. Si vous les regardez bien, il y en a qui marchent mécaniquement et il y en a pour qui on voit que ça a pris du sens. Alors le sens, pour un psychanalyste, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut traduire en mots. Parce que c'est quelque chose qui inclut tout l'être. Aussi bien l'émotion, l'inconscient que la pensée. Et donc ça ne peut pas se traduire en mots. C'est pas la signification, c'est pas la même chose. C'est du sens. Et on voit très bien qu'un geste a pris sens pour quelqu'un à sa façon de le faire. Si vous levez simplement un bras, comme ça. Et que vous répétez l'action. Vous répétez l'action. Moi, j'ai eu même des danseurs d'opéra qui font ça. C'est vide. C'est vide. Ça n'a pas de sens. Mais quelqu'un pour qui ça devient, je ne sais pas moi, quelque chose comme un lien entre la terre et le ciel, ou l'effet de l'alignement dont parlait Karima, je me permets, oui, voilà. À ce moment-là, on sent que ça a pris du sens. Mais ça ne veut pas dire que la personne va se dire « Ah ben oui, là je suis aligné, ah oui, là je vais vers le ciel ». Mais c'est ce qu'il sent. C'est ce qu'il sent. C'est ça le sens, c'est ce qu'on sent. On a la chance en français que ce mot soit Oui, il se ressemble. Oui, parce que ça vient des sens.
Ça vient des sens. Alors, ça va en combien de mots? Ça va quelque part, donc ça a du sens. Voilà. Vous découvrez l'expression primitive en 1970 à Paris. Alors, qu'est-ce que vous appelez, vous, l'expression primitive? Alors, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, mais j'ai maintenu le terme. Le terme, même si aujourd'hui, voilà. c'est compliqué de l'utiliser. C'est un peu compliqué, c'est pas politiquement correct. Oui. Mais évidemment, son créateur, qui est un Haïtien, Ernst Duplan, il l'employait bien sûr dans un sens valorisé, et moi aussi. Hein. En même temps, je ne sais pas s'il faut qu'on entame ce débat. Bon, parce que c'est un faux débat, à mon avis. Mais c'est pas le débat, parce que vous repérez tout de suite le potentiel thérapeutique, bien finalement. Primitif, ça veut dire retrouver ses racines. Voilà. Et la thérapie, c'est ça, c'est retrouver son être, son essence. Absolument. C'est-à-dire se débarrasser de toutes les scories, les illusions, tout ce que les bouddhistes appellent l'ego, hein, tout ce qui n'est pas soi finalement, qui n'est pas son être profond. Tous les conditionnements auxquels on a été, tout ce qui a été implanté en nous en fait, en quelque sorte, oui. Pour revenir à l'essence originelle, revenir à qui je suis réellement. Et donc du coup, il faut enlever les couches et les couches. Comme la psychanalyse, on épluche l'oignon. On épluche l'oignon, voilà. Et bien c'est pareil dans la danse, parce que le primitivisme, c'est ça que ça veut dire. C'était quand même aussi un courant artistique. C'est Picasso, c'est tout cet art du début du XXe siècle. Et l'inspiratrice de Ernst Duplan, du créateur de l'expression primitive, c'est Catherine Denham, qui était une des pionnières de la black dance aux États-Unis, une afro-américaine, qui cherchait cet universel, comme les cubistes, par ce désir de retrouver des racines communes au monde entier, qui ont fait que les Européens se sont sentis tellement finalement en affinité avec l'art africain, alors qu'on est loin géographiquement, mais plus on creuse profond, plus on se ressemble. Et la danse rythme-thérapie cherche justement ce que nous avons de commun, ce que nous pouvons partager. Mais ça, c'est vous qui l'avez créé, la danse rythme-thérapie. Oui, c'est-à-dire que Ernst Duplan le faisait comme une technique de danse. Vous l'avez fait en tant que thérapie, voilà. Et inscrit dans un processus. C'est ça. C'est ça. En le théorisant, en le théorisant, parce que souvent les rituels thérapeutiques en Haïti sont religieux. C'est du vaudou, en fait. Et donc, il ne s'agissait pas de faire du vaudou à Paris, évidemment, mais de lui donner d'autres bases. Vous avez enlevé toutes les notions, y compris les notions religieuses, d'ailleurs, à la danse rythme-thérapie. Exactement. On pratique une autre religion qui est celle de l'art. Voilà, la religion de l'art, comme disait Malraux. C'est-à-dire qu'on a remplacé les dieux qui sont des archétypes dans le polythéisme vaudou. Il y a un dieu de la guerre, une déesse de l'amour, enfin comme dans tous les polythéismes, comme il y en avait en Grèce autrefois, dans la culture qui a précédé la culture chrétienne pour l'Europe. Et on les a remplacés par des archétypes artistiques. Donc on va faire la danse du serpent, la danse de l'araignée, ce sont des archétypes. D'accord. Et quand, par exemple, les personnes se mettent à danser, à être dans cette danse, dans ce processus-là de l'araignée ou du serpent, le but, c'est quoi en fait ça, la personne, ça l'amène à prendre conscience de quoi? Ça l'amène surtout à se libérer de ces pulsions d'araignée. Parce que si on fait que de l'improvisation, la personne finalement choisit ce qu'elle va libérer. Ce que vous expliquez, c'est que c'est pas de l'improvisation, c'est cadré. L'improvisation, c'est cadré, c'est du rituel. C'est du rituel. Comme dans les sociétés traditionnelles. Vous parliez des derviches tout à l'heure. Les derviches, ils font pas n'importe quoi. Ils tournent d'une certaine façon, avec une gestuelle bien précise. Ils ont une main tournée vers le ciel, une main tournée vers la terre pour vraiment relier les deux. Ils ont des gestes comme ça, d'orant, d'invocation, de connexion, en fait, de reliance. Dans les derviches tourneurs, c'est je suis un trait d'union entre la terre et le ciel. Oui, cette créature qui crée justement donc le trait d'union et qui est traversée et par la lumière divine et par la terre. C'est-à-dire ma nature terrestre, mais en même temps céleste. Et c'est ça en fait qu'on retrouve et qui est thérapeutique quand on utilise ces danses-là, avec cette visée-là et cette intention-là de retrouver sa part de lumière, tout en intégrant en fait sa part d'ombre dans la lumière, en fait, en quelque sorte. C'est ça. En fait, c'est retrouver le sens premier de la danse primitif quand on est l'homme, Homo erectus. Il est debout, les pieds dans la terre et la tête
vers les étoiles. Bon, effectivement, moi souvent les élèves de danse, je leur fais sentir ces deux forces contraires dont parlait Karima. On a une force qui monte par les pieds, donc tout cet axe, c'est ça qui nous aligne, et qui monte vers le haut, et une force qui descend du ciel et qui nous enracine dans la terre. Sentir ces deux forces contraires et tout ce que ça peut entraîner chez l'être humain, parce que l'être humain, justement, il met du sens. Donc, effectivement, les puissances de la terre, les puissances du ciel, pour moi, psychanalyste, c'est les puissances symbolisantes, celles qui nous font mettre du sens, justement, mais en même temps, les forces instinctives qui viennent de la terre. Et la danse réunit tout ça. Bon, on va un peu illustrer par de la musique. Alors, on va faire battre nos cœurs à l'unisson, en rythme. Parler là. Ouais, vous pouvez parler, France. Parce qu'on voulait parler des danses pour la paix en Israël ou pas? Ouais, on peut, bien sûr. Pour pouvoir mettre votre chanson là, Naami. On la mettra tout à l'heure. Mais là donc, finalement, sur ce type de musique, comment vous travaillez, vous, France, pour nous expliquer? Oui. Techniquement. Alors, oui. Je vous ai dit d'abord on court pour entendre le battement du cœur. Après, donc on se branche sur le tambour. Donc le tambour, voilà. Quand vous dites on se branche sur le tambour, c'est-à-dire qu'on suit le tambour. On suit le tempo. Le tempo, on d'accord. Suit le tempo. Alors il y a tout un jeu avec le percussionniste. Il accélère, il ralentit. Voilà, donc c'est important. La relation des danseurs avec le percussionniste, c'est très important. Ça fait un triangle avec le thérapeute. Il y a le groupe, le percussionniste et le thérapeute. Ça reconstitue un peu l'histoire père, mère, enfant. Parce que la danse-thérapie se base beaucoup sur la relation mère-enfant, dans la mesure où de plus en plus de psys aussi font ce parallèle entre le travail de la mère qui doit conduire l'enfant de l'état initial où il est encore dans un état de nature, on peut dire, vers un état humain, humanisé, c'est-à-dire capable de se relier à l'autre, capable de s'exprimer, de symboliser, etc. Et le rôle du patient avec du thérapeute avec le patient. Du patient avec le thérapeute aussi, on peut dire, parce que le thérapeute aussi, il se transforme dans l'histoire. Mais voilà. Donc dans les deux cas, ça ne veut pas du tout dire qu'on prend le patient pour un bébé. Hein. On ne le fait pas se rouler par terre en disant arreux. Hein. C'est pas du tout. On revit l'expérience, mais c'est à l'état adulte voilà. Et à l'état artistique. Par exemple, tous les jeux d'alternance que la mère fait avec son enfant. Par exemple, l'enfant fait arreux, et la mère lui répond gili. Il y a une alternance. Et c'est très important parce que l'enfant va découvrir qu'il ne fait pas partie du corps de la mère, mais qu'il y a de l'autre. Donc nous, on reprend ça, mais on va faire par exemple 4 temps pour un groupe, 4 temps pour l'autre groupe, 4 temps. C'est-à-dire on le met, nous, dans un cadre artistique et adulte. Enfin, on fait aussi avec des enfants d'ailleurs. Mais on va peut-être pas parler de ça. Et normalement, on se met à bouger automatiquement au son de la musique d'ailleurs. Hein. Il y a une réponse spontanée. C'est spontané, voilà. Sans réfléchir, on bouge. Parce qu'en fait, le rythme a deux faces. C'est-à-dire quand il nous touche aussi bien au niveau de l'oreille que déjà au niveau des cellules. Tout réagit au son, en fait. Et donc, c'est pour ça que quand on entend la musique, le corps se met en rythme instantanément. Il n'y a pas de temps de latence. Et on le voit chez les enfants, hein, très jeunes, oui, dès qu'ils entendent de la musique, ils se mettent tout de suite en rythme, ils se mettent à bouger, à taper des mains. Et ça, c'est spécifique à l'être humain. Oui. Parce que même les singes, qui sont nos plus proches cousins, on peut dire, ne savent pas faire ça. Il n'y a aucun animal qui réagisse à la musique. Si, certains oiseaux. Bizarrement. Alors, est-ce que c'est lié à la bipédie ? On ne sait pas. Parce que les oiseaux sont bipèdes. Oui. Les singes, rien. On a essayé pourtant, mais rien. Alors, on parle de la danse comme thérapie aujourd'hui avec Karima Chadibaou qui est avec nous et puis France Scott Billman qui est avec nous, psychanalyste et danse-thérapeute et qui publie aujourd'hui la thérapie par la danse rythmée, les bienfaits de la transe chez Odile Jacob. Alors, la transe de Rumi, est-ce que c'est la même que la transe de la techno aujourd'hui ? Alors, c'est difficile de savoir ce que les gens éprouvent quand ils sont en transe, mais en tout cas, ce sont des états de conscience modifiés, c'est-à-dire qu'on se sent différent. ECM.
Voilà. EMC, Les c'est ça. EMC, oui. EMC, état de État conscience modifié modifié. de conscience, oui, c'est ça. Donc ce sont des états qui sont différents de ce qu'on est d'habitude. Et ça ouvre d'autres perceptions, en fait. Et on accède, en fait, à une autre vision du monde. Voilà. C'est un monde plus grand, en général. Plus vaste que ce qu'on voit d'habitude avec simplement notre raison cognitive. Ce qu'on peut dire aussi pour nos auditeurs, Philippe et France, c'est que l'état de transe, c'est un état dans lequel on est à plus de 70% de notre temps. Seulement, ce ne sont pas des transes. Et vous, je me demande si c'est pas 80 Oui, d'ailleurs, moi, c'est Karima. plus. Je pense que c'est beaucoup plus. Mais expliquez-nous, parce que si les gens, ils vont peut-être pas comprendre ce que vous dites là. Parce que je parle dans la culture arabo-musulmane, et pour nos éditeurs qui nous écoutent, la plupart du temps, quand on dit qu'on est en transe, ça fait peur. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, ça y est, c'est le monde occulte, il y a des entités qui vont rentrer en moi, je suis sous la possession, je suis sous... Non, l'état de transe, c'est un état qui est naturel. Oui. Quand vous prenez le métro, dès que vous rentrez dans le métro, vous êtes en mode pilotage automatique, vous connaissez votre station et vous faites abstraction du monde extérieur pour rester focalisé sur quoi ? Soit sur votre téléphone, soit sur votre livre. Quand vous regardez un film, c'est la même chose. On rentre dans l'histoire, on rentre dans le film. C'est un état de transe. Donc, il ne faut pas avoir peur de la transe. C'est un état qui est naturel. Il y a plusieurs degrés, donc. Il y a plusieurs degrés et il y a des transes qui sont notamment, là, dans la danse-thérapie, ce sont des états de transe qui sont thérapeutiques. Par exemple, moi, je suis praticienne en hypnose, j'utilise l'état de transe pour amener la personne à se relier à son inconscient pour aller trouver les ressources nécessaires pour résoudre ses problèmes. D'accord ? Le problème, pour dire le mot, c'est que la plupart des gens, on est dans des transes qui sont plutôt négatives. Je suis focalisée sur mes problèmes, je suis en transe dans mes problèmes et je tourne il y a un état de focus, en fait. Là, ce qu'on propose dans la danse-thérapie et dans la danse rythmée, je parle sous votre contrôle, France, c'est que la personne on induit une transe qui est dans la joie, quelque chose qui est positive, France l'a dit, qui s'appuie sur les forces vives de la personne pour aller ouvrir un nouveau champ, pour aller explorer, se donner les moyens d'aller explorer en fait une partie de soi, une partie de sa personne, et qui peut donner à des expansions de conscience aussi. Alors on sent qu'on devient un autre, mais cet autre évidemment c'est soi, mais un soi qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre. Justement, on parlait tout à l'heure de faire l'araignée ou de faire le serpent. Se découvrir un soi araignée avec des tentacules. Faut lâcher prise. Hein. Là, je vous dis. Le regard de l'autre. Pas du tout. Parce que comme on est en groupe en face, on oublie complètement. Parce qu'il y a un état d'oubli du quotidien. Oui. Ce que vous disiez pour le métro, heureusement. Et quelquefois, ça fait du bien d'oublier le quotidien. Oui. Mais c'est pour trouver autre chose. Et on dit ça souvent aussi pour la techno, on dit ils sont évadés, etc. Mais on s'évade, pas pour s'évader, on s'évade pour trouver autre chose. Et ce qu'on trouve, c'est quelque chose qui nous surprend, alors qu'il peut peut-être faire peur dans certains cas, et je pense que peut-être la société nous a... comme les monothéismes n'ont pas beaucoup aimé la transe en général, ils ont laissé planer l'idée qu'on pouvait en effet se relier à des forces maléfiques, dans la sorcellerie, tout ça. Hein, bon. Mais là, effectivement, ce sont, comme vous disiez, des transes positives. C'est celle, dans la danse, c'est celle qu'on appelle l'enthousiasme. Ça veut dire, étymologiquement, avoir un dieu en soi. Et ce dieu, c'est Dionysos, c'est-à-dire le rythme. Celui qui possédait aussi Nietzsche. Voilà. C'est cette opposition des contraires, cet alignement des contraires, qui fait qu'on est dans cet état d'exultation. La transe dans la danse. La transe en danse, voilà. Parce que la danse a toujours à voir avec le sacré, avec quelque chose qui surplombe l'homme, avec quelque chose qui le dépasse. Alors on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'inconscient, on peut l'appeler toutes sortes de choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose où on sent qu'on respire plus large, on s'ouvre, voilà, à un autre univers. Transcendance, c'est de qui ça, France Billman ? C'est Prévert. C'est dans un des poèmes de Prévert, je ne sais plus lequel. C'était un jeu de mots génial, voilà. Expliquez-nous quel est le rôle de la transe dans les potentialités d'auto-guérison, par exemple. C'est parce que ça nous relie à des forces qui pour le psychanalyste sont les pulsions, la source des pulsions.
Pour les sociétés traditionnelles, ce sont des divinités. Alors, qu'elles soient en dehors ou qu'elles soient en dedans, peu nous importe finalement, nous les thérapeutes. L'important, c'est qu'elles sont agissantes. Si vous réveillez, par exemple, cette force du serpent en vous, c'est la force du jaillissement, parce que le serpent, dans les sociétés traditionnelles, on considérait que c'était un animal souterrain qui jaillit sur la terre. Donc c'est vraiment la force vitale, c'est l'élan vital. Et la danse, c'est l'élan vital. Parce que je vous disais tout à l'heure, le cœur, c'est pas qu'une pompe. Derrière la pompe, il y a bien sûr, comme l'homme met toujours du sens, en réfléchissant sur le cœur, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que cette pulsation, comme ça, boum, 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 elle va s'arrêter un jour pour chacun de nous. J'espère que je vous annonce pas une mauvaise nouvelle, mais bon. Mais le cœur va pas s'arrêter. Elle va continuer avec les générations suivantes. Et c'est ça qui intéresse les traditionnels. C'est ça qui les intéressait, beaucoup plus que l'idée d'un paradis, d'une vie immortelle pour l'individu. C'était ça l'idée. Donc, c'est l'immortalité de la vie. C'est se relier au cosmos, à la nature, à l'autre. Ça veut dire participer du vivant. Donc on est tout de suite dans un rapport très écologique, parce que les animaux aussi ont un cœur qui bat. Bon, voilà. Et puis ça nous relie au cosmos, et ça c'est aussi toute l'aventure de la techno, se relier au rythme cosmique, parce que eux aussi c'est de l'ostinato, hein, ça tourne. Bon. Nuit et jour, la nuit revient, le jour revient. C'est de l'ostinato plus la techno. Oui, c'est de l'ostinato plus. Alors là, c'est vraiment le boom boom. Ouais. Mais si on l'entend que comme le boom boom, ça devient insupportable. Si vous y voyez si vous y sentez tout ce qu'ils y sentent eux, c'est-à-dire une réalité augmentée, un état de transe, un état d'ouverture au cosmos. C'est pour ça que les gens peuvent danser des heures d'ailleurs, hein, sans s'arrêter. Mais la transe, c'est ça. Parce que je vous disais, on devient un autre, mais on a aussi un autre corps. Moi, j'ai étudié un culte en Grèce où des gens dansent sur le feu pieds nus. Ils sont en transe, pieds nus, ils ne sont pas brûlés. On est relié à autre chose. On devient autre. Il y a Anthony Robbins qui fait ça, mais c'est beaucoup plus cher aujourd'hui. Plus cher, oui. Il fait marcher les gens sur des braises dans des grandes réunions. Oui, mais c'est une autre 1500 idéologie. personnes, Oui, 2000 c'est personnes. Ah non, il y a 10 000 personnes 10 000, qui viennent marcher sur des braises et qui vivent cette expérience. Mais il les met en transe, tout simplement. Donc, oui, c'est quand sous on dit hypnose. tout simplement, Ouais. c'est quand même là qu'est le mystère. Non, Mais on devient autre. C'est-à-dire, c'est pas des états surnaturels, mais ce sont des mécanismes qu'on ne connaît pas forcément bien encore. C'est-à-dire que vous n'êtes pas brûlé parce qu'effectivement vous êtes en transe, c'est ça? C'est-à-dire qu'en étant en transe, on développe d'autres mécanismes. Donc on sait un petit peu quoi pour la danse sur le feu. Il y a une distorsion en fait de la réalité. C'est-à-dire comme on a appris que le feu ça brûle. Donc là, quand par exemple on va induire une transe, on va dire que le feu là il va pas brûler, il est comme dans le verset coranique quand Abraham est mis sur le bûcher. Dans l'histoire, vous connaissez l'histoire, donc peut-être pas tous. Je vais raccourcir. Abraham, quand il est mis sur le bûcher, et parce qu'il a détruit les idoles et donc par son peuple, et quand on le met sur le bûcher, Dieu ordonne au feu de devenir paix et fraîcheur. Ya nari, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Soit fraîcheur et paix. Donc du coup, Abraham n'a pas été brûlé sur le bûcher. Donc ça veut dire quoi? Là, si on fait une analyse là, avec les outils qu'on a aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a eu une induction en fait qui a été faite pour la réalité feu ne brûle pas. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Maintenant, on peut le voir avec l'imagerie, les IRM. On voit très bien quand on induit une tranche chez quelqu'un, on voit très bien ce qui se passe dans sa tête. Alors, vous l'abordez dans votre livre. Hein, qu'est-ce que les neurosciences disent des états de transe aujourd'hui? Bien sûr, c'est une question des hormones qui sont sécrétées à ce moment-là. C'est surtout les sportifs qui ont étudié ce genre de transe, qui s'appelle le flow. La transe du sport, hein, le flow. Ouais. C'est ça. Dans la danse, on le sent. Alors, on ne va pas jusqu'aux extrémités là, dont vous parlez, mais on sent une aisance dans le corps, qui est une fluidité,
effectivement une infatigabilité que vous notiez chez les danseurs de techno. On a un autre corps. Et les sportifs qui sont invités à se transcender d'ailleurs, oui, justement, pour faire des performances. C'est ça. D'ailleurs, Et on se transcende dans le plaisir, pas dans l'effort. Oui, bien sûr. Mais ça c'est quand même important. Et pas dans la souffrance. Parce que la danse, souvent les gens se disent ah non, mais il faut faire de l'apprentissage, il faut faire. Non, nous on se contente de réveiller des mémoires qui existent dans tout le monde, qui sont très jubilatoires. Qu'on a connu donc dans l'enfance déjà dans le ventre de la mère, ensuite dans les premiers échanges avec elle, parce que les premiers échanges entre mère et enfant sont toujours très rythmiques. Coucou le voilà, les petites marionnettes, enfin tous ces jeux que les mères font avec l'enfant et qui sont universels. Hein. Et d'ailleurs, les personnes qui suivent des protocoles parce qu'ils sont atteints de maladies qui sont quand même lourdes, comme on dit aujourd'hui, de plus en plus font de la danse-thérapie. Oui. Oui, c'est pour l'instant. On les invite à danser. Ouais. Oui, mais à danser pas n'importe comment. Non, pas n'importe comment. C'est pour ça que là, c'est vraiment à vertu thérapeutique. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut distinguer ce qui fait du bien, effectivement. Tout à l'heure, vous parliez des valses, tango, tout ça, ça fait du bien. Mais la thérapie, c'est quand même un processus où on se transforme. Vraiment, c'est pas juste que ça fait du bien. Sinon, même l'ivresse du samedi soir serait thérapeutique, et puis, mais ça débouche sur rien. Il faut que ça construise quelque chose. Et là, on construit du lien à l'autre, on construit de la paix, on construit de l'amour. Et ça booste l'immunité. Oui. Et les gens sont vraiment transformés. Rapidement. Aller danser samedi soir, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Ouais. Et la thérapie, c'est autre chose. Oui, c'est pas la même chose, exactement. D'où la thérapeutique. La déconstruction dans la danse rythmée thérapeutique, c'est quoi ? Ça veut dire arriver à retrouver sous le foisonnement des cultures qui font des milliers et des milliers de musiques différentes, c'est retrouver ces deux structures de base, la pulsation, le battement du cœur, et le rythme, ce balancement du souffle. Donc, arriver à retrouver ça, c'est retrouver ses propres fondements. Donc, on commence souvent par une chanson. Voilà, on tape dans les mains, ça peut être Frère Jacques, ça peut être n'importe quoi. Hein. On tape dans les mains, ensuite on balance sur le rythme. Voilà. Et en retrouvant ça, on retrouve ses propres fondements, c'est-à-dire que ça nous ramène à notre nature humaine profonde. France Scott-Billman, je rappelle le titre de votre livre, La thérapie par la danse rythmée, aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Karima d'avoir été avec nous. Vous revoyez l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Vous réécoutez l'émission sur le podcast beurrefm.net. Très belle journée santé sur Beurre FM.